À Ok, vous. merci Alexandre. Juste, j'ai déjà commencé à partager mon écran, même si on ne va pas commencer la présentation immédiatement. Moi, je me présente rapidement. Moi, c'est Akhtar. Je suis craftsman chez Socraft. Ça fait à peu près 12 ans que je fais du développement, à la fois du back-end, front-end, mobile, pas mal d'e-commerce et tout. Maintenant, pas mal de front-end et de Angular, un peu de React. Et on a, depuis le début de l'année, pas mal joué avec Jamstack et tout. Donc, c'est ça qui nous a amené à nous dire que ce serait bien d'en parler et puis d'écrire aussi un petit article de blog là-dessus sur notre site socraft.ch. Alexia, je te laisse Ouais, te présenter. ouais, alors je suis software Cartman à Socraft. Pareil, moi, ça fait 2-3 ans que j'ai commencé le développement web. Je suis plutôt sur les technos comme JS, j'ai commencé avec Node.js. Et là, on travaille sur les technos comme avec Angular et Kotlin. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Aujourd'hui, on vous parle donc de Craft, mais avec Jamstack. On va pas mal parler de Jamstack. En fait, l'agenda, on va vous parler. Est-ce que je peux cacher ces trucs en fait? Ouais. Hop. On va vous parler de Jamstack au début de cette présentation, expliquer un peu ce que c'est, pourquoi l'utiliser, et puis ensuite on va faire un retour d'expérience sur les développements de notre site, socraft.ch, qui a duré toute l'année, on va dire. Bon, ce n'est pas un projet sur lequel on est full-time, hein, mais on a régulièrement travaillé dessus toute l'année, donc on a pas mal découvert des choses parfois et puis expérimenté avec certaines autres. Et on pensait que ce serait bien de partager cette expérience et puis de montrer comment ça aide dans notre démarche craft ou comment ça peut aller à l'encontre de cela justement. Pour commencer, du coup, je vais laisser la main à Alexia qui va parler de Jamstack. Merci. Alors déjà, c'est quoi la Jamstack? Un petit tour d'horizon. Donc déjà, la Jamstack, c'est pas une stack. C'est pas une stack dans le sens où on va pas avoir de langage, de technologies qui sont spécifiques à la Jamstack. Au contraire, on va pouvoir combiner différentes technologies et langages. Il y a une multitude, une grande flexibilité en termes de technologie et de langage. Notamment sur le site jamstack.org, vous pouvez trouver tous les langages que vous pouvez utiliser avec la Jamstack, du JavaScript, du Java, du Go, du Python, enfin une multitude de langages. Donc en soi, c'est pas une stack, c'est une architecture. Et c'est une architecture découplée. Découplée dans le sens où on va avoir le front-end qui va complètement être découplé du back-end. Donc Jamstack, Jam, ça veut dire donc le J pour JavaScript, le A pour API et le M pour markup. Markup pour le HTML. Donc le HTML là-dedans, ça va représenter comment vous allez présenter vos données, comment vous allez les structurer à travers le DOM. Le JavaScript ici, ça va représenter donc le dynamisme dans deux sens, dans le sens où vous allez pouvoir manipuler le DOM pour amener du dynamisme à votre site web, faire apparaître des choses sur votre site. Et du dynamisme également dans le contenu quand vous allez pouvoir faire des appels API et donner dynamisme dans le contenu de votre site. Donc j'ai mis des exemples d'API auxquels qu'on peut appeler, donc l'authentification, de s'authentifier, des API de Function as a Service, c'est-à-dire que vous allez avoir vos propres fonctions et vous allez pouvoir les utiliser à travers des API. Par exemple, Acta ici a déjà généré un PDF en utilisant ces fonctions. Alvaro a traité des images pour créer des thumbnails grâce à ces fonctions. Et également, vous allez pouvoir faire appel à une API pour avoir accès à votre database, la database que vous aurez créée. Donc, en gros, la Jamstack, ça permet de servir des fichiers statiques, donc HTML, JavaScript,
Et en soi, ça va être découpé, le front-end et le back-end vont être découpés dans le sens où le back-end ne va pas être spécifique. Vous n'allez pas créer un back-end spécifique à votre front-end. Et vous allez remplacer ce back-end par des appels à des API. Donc, je vais tenter de vous expliquer comment la Jamstack en pratique, à quoi ça ressemble. Ça ressemble au workflow. Bon, Akhtar va vous présenter tout à l'heure, durant la démo, va rentrer plus dans les fichiers du site socrate.ch, mais je vais essayer de vous expliquer ça en forme de schéma. Donc, comme je vous ai dit, la Jamstack, il n'y a pas de langage spécifique à la Jamstack. Vous pouvez avoir du JS, du Python, du Go. Vous allez avoir des fichiers templates dans lesquels vous allez structurer vos pages HTML. Vous allez avoir éventuellement des fichiers Markdown dans lesquels vous allez stocker le contenu texte, des fichiers YAML pour la configuration, des fichiers SCSS, CSS pour le style. Ensuite, vous allez utiliser un Static Site Generator, SSG. Vous allez prendre l'ensemble des fichiers à gauche. Le Static Site Generator va vous créer un dossier de build dans lequel il y aura vos fichiers static, JS, HTML, CSS, etc. Vous aurez simplement à mettre ces fichiers sur un CDN et ainsi l'utilisateur aura accès à votre site web. Il faut savoir que le SSG ici, donc selon le SSG que vous utilisez ici, le langage que vous allez utiliser, le templating que vous allez faire va dépendre de ce SSG. Dans ce workflow, donc dans la Jamstack, il y a API. Dans ce workflow, vous allez pouvoir faire des appels donc, à des API durant le build et durant le runtime. Par exemple, nous, on a utilisé un CMS headless pour stocker le contenu texte de notre site. Et donc, on fait appel à une API tierce pour générer, pour aller chercher notre contenu texte et hydrater nos templates HTML grâce à ce contenu. Pourquoi ça? Parce que notre besoin, c'était que on a une équipe, on a des devs, mais aussi on a des non-devs, et on avait besoin que même des non-devs puissent éditer notre contenu. Et cet appel à cette API tierce nous permettait de faire ça de manière avec une interface plus ou moins user-friendly. Là, on vous a mis donc différents appels, différentes API que vous pouvez appeler pendant le build ou pendant le runtime, donc le CMS headless, comme je viens de vous expliquer. Nous, on a utilisé Contentful, mais il en existe beaucoup d'autres. Vous avez des API spécialisées pour le e-commerce, pour stocker vos produits, dans des API spécifiques aux commentaires, pour la database. Et vous allez pouvoir faire des appels durant le runtime, donc par exemple des API pour l'authentification, function as a service, comme j'ai parlé précédemment. Mettre en place un moteur de recherche en utilisant l'API Algolia et faire des paiements via Stripe. Alors, pourquoi utiliser la Jamstack? Donc, j'ai contextualisé tout ça. En gros, au début des années 90, au début du développement web, vous aviez une stack très simple, c'est-à-dire un serveur qui servait des pages HTML à la demande. Donc, le problème avec ça, c'est que le contenu était identique à tous les visiteurs, c'est-à-dire très peu de dynamisme et un contenu identique à tous les visiteurs. Ensuite, d'autres stacks sont apparus avec des serveurs liés à une database qui produisaient et servaient le HTML à la demande. Donc ça palliait, on avait un contenu qui était personnalisé aux visiteurs, mais le système de réglage est plus long puisqu'on produit et sert le HTML à la demande. Et en plus, c'est beaucoup plus coûteux de mettre en place un serveur et une database. Ensuite, il y a d'autres stacks qui sont apparus, comme Min, Mern, etc., pour les single page applications. Donc là, on a toujours le serveur et la base de données. Et là, la différence, c'est que le temps de chargement, quand vous arrivez sur le site, sera plus long, mais lors des appels API, là, étant donné qu'on ne génère pas l'ensemble de la page HTML à chaque requête utilisateur, et on va juste recharger la page, l'endroit de la page qui a besoin d'être updaté, on gagne en rapidité. Donc, on a toujours un contenu personnalité,
personnalisée, mais cette stack reste coûteuse, toujours avec cette histoire de serveur et de database. Et donc, la Jamstack, elle répond un peu à ça, dans le sens où on remplace ce serveur, cette database, par des API, en gros, et le CDN qui sert donc les pages HTML et JavaScript à la demande. Donc là, on va avoir un contenu personnalisé, il est rapide et il est moins coûteux. Donc, les avantages de la Jamstack au niveau de l'expérience développeur, on a une architecture découplée, comme j'ai parlé précédemment. En termes de sécurité, on n'a pas de web serveur propre à nous, donc on n'a pas de serveur à hacker en soi, personne ne peut nous hacker. Et les CDN, le fait si un serveur CDN tombe, on a une multitude d'autres serveurs qui peuvent continuer. En fait, notre site n'est jamais down. En termes de référencement, en termes d'expérience utilisateur, on nous trouve plus facilement grâce à un meilleur référencement. Vu qu'on passe moins de temps pour gérer l'environnement, etc., on peut se concentrer sur notre UX. On a un site rapide avec le CDN l'utilisateur va avoir accès à son site avec le serveur le plus proche du CDN et en plus, les fichiers sont préconstruits. En termes de scalabilité, le CDN va compenser les montées en trafic et l'invalidation du cache. À chaque nouveau déploiement, en fait, le CDN va invalider le cache et l'utilisateur aura directement accès à la nouvelle version du site. En termes de temps et de coût, on n'a pas de maintien de l'environnement, de la sécurité et du trafic. C'est pas qu'il y en a plus, c'est que en fait, la responsabilité, elle est reportée sur les API que vous allez utiliser. Donc, en soi, on gagne du temps et de l'argent, mais en fait, on dépend d'un autre service. Donc, est-ce que c'est aussi un avantage et un désavantage? On se concentre sur notre cœur de métier dans le sens où, par exemple, l'authentification, c'est un processus qui est compliqué. Il y a de la sécurité, c'est un métier à part entière. Et nous, en faisant appel à une API, on n'a plus à se soucier de ce métier-là. On se concentre vraiment sur notre cœur de métier à nous. Et enfin, en termes de hosting, les coûts sont bas et les services proposent souvent des versions gratuites. Un autre avantage, peut-être, c'est le fait que l'utilisation de CDN par rapport à un serveur, c'est plus écologique. Ça consomme moins de ressources. Est-ce que, ça c'est une question que je me pose, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut être un avantage de la Jamstack? Quand la Jamstack est-elle un bon choix ou non? Alors, elle est un bon choix pour un site de e-commerce et un blog. Elle n'est pas un bon choix pour les sites où le contenu est généré par l'utilisateur ou un média qui a besoin de données en temps réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perd un peu l'essence de la Jamstack, qui est de servir des fichiers statiques, Et en fait, peut-être que la solution serait d'avoir une solution hybride où on a une partie du site qui est assez statique et qui a besoin d'être bien référencé sur Google. Et là, on fait des appels durant le build pour générer notre contenu. Et les parties qui sont un peu plus dynamiques, qui ont besoin, comme un média en temps réel, là, on fait appel à une API au runtime pour générer notre contenu. La Jamstack aussi, elle a un bon choix pour un POC, selon moi, parce que elle est pas chère, elle est facile à mettre en place, elle est rapide à mettre en place, et bon, je pense que c'est une bonne solution pour tester une solution, justement. Enfin, cette partie, donc on a fait un comparatif entre Jamstack et WordPress. C'est un peu un début de retour d'expérience, mais en gros, WordPress, en termes d'édition, on édite le contenu directement sur le site avec le design, etc. Il n'y a même pas besoin de preview parce qu'en soi, c'est ça la preview. C'est beaucoup par rapport à la Jamstack où le contenu et le front-end sont découplés. Nous, on a essayé de mettre en place un système de preview qui a été ça a été compliqué à mettre en place par rapport à WordPress où la preview, elle est automatique, elle est directement dedans. En termes de connaissances techniques, WordPress, il n'y en a pas nécessairement pour les sites simples, alors que la Jamstack, quel que soit le site, il y aura besoin d'un minimum
de connaissances techniques. Et en termes de rapidité de mise en place, bien que la Jamstack, par rapport aux autres stacks dont on a parlé précédemment, elle est plus rapide, WordPress reste encore plus rapide que la Jamstack. Akhtar, à ton tour. Ouais, ok, merci Alexia. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup de parler de notre expérience sur Craft.ch. Puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, m'interrompre s'il faut, et puis ou sinon à poser vos questions dans le chat. Et puis, si tu peux nous prévenir, Alexandre, ce serait très bien, parce que je ne suis pas sûr qu'on verrait les notifications sinon. Donc, sur ce craft.ch, comment les choses sont organisées, les développeurs vont écrire le code, nous écrivons le code et puis nous le poussons dans Git, c'est ce qui est normal. Dans Git, il y a tout un mécanisme de continuous integration qui va checker, tout un pipeline en fait qui va checker, lancer des tests, builder le projet, enfin lancer le processus de build. Et ce processus de build va utiliser notre static site generator qui est dans notre cas du coup Gatsby. Et Gatsby, c'est ce qui va utiliser notre framework front-end qui est React, notre framework CSS qui est Tailwind CSS, et avec tout ça, va faire des appels d'API. Ici, nous utilisons, enfin pour notre cas, nous utilisons Contentful comme source de données. Donc, Gatsby va faire des appels d'API en utilisant le moteur de requête GraphQL, récupérer ces données, construire les pages statiques, donc fichiers HTML statiques et fichiers JavaScript, pour chaque page. Donc, chaque page est uniquement construite, individuellement construite à partir des résultats des requêtes exécutées. Et ça construit notre site. Et il y a aussi un événement qui est un peu asynchrone, c'est ce qu'on voit partir du CMS vers le CI/CD. C'est que, en fait, si on déclenche certaines modifications dans Contentful, Contentful va prévenir aussi notre CI/CD. Tiens, il y a eu des modifications, tu devrais reconstruire le site. Et Gatsby va relancer ces processus de récupérer les nouvelles données de Contentful, builder les pages statiques. Et puis, une fois que tout ce travail est fait, notre processus de déploiement continu va se déclencher et envoyer tout ce code vers Vercel, qui est notre système d'hébergement en fait. Mais Vercel va s'occuper surtout aussi de déployer ces contenus statiques vers ces CDN qui sont répartis un peu partout dans le monde et invalider le cache de la version précédente du site pour que les dernières modifications soient en ligne. Donc ça, c'est un peu l'organisation de l'architecture actuelle de notre site. Ensuite, par rapport à notre expérience en développant et en expérimentant avec les choses, il faut savoir qu'à un moment, on utilisait Ghost en fait pour tous nos articles de blog. On faisait des requêtes GraphQL pour récupérer les articles de notre blog. Finalement, on l'a enlevé parce que ça ne répondait pas vraiment à nos attentes, ça rajoutait pas mal de contraintes. Et puis, en autre chose qui nous ont un peu moins séduit dans les technologies que nous avons utilisées Contentful parce que ça a pas mal d'avantages, mais en termes d'UX, pour les non-développeurs surtout, c'est pas très facile de se retrouver dedans. Mais même pour les développeurs, hein, ça peut être un peu austère, on va dire. Et puis, Alexia en a parlé, mais d'une manière générale, faire des previews des contenus qui sont dans Contentful, mais qu'on veut faire des previews pour savoir à quoi ça va ressembler une fois sur le site qui a besoin d'un processus de build, c'est pas évident. On l'a pas forcé. Enfin,
nous n'avons pas forcément de réponse à cette problématique, mais c'est l'une des contraintes qu'on a encore aujourd'hui. Et puis, en termes de temps d'implémentation des designs, d'une manière générale, on est parti sur des designs plutôt custom. En réalité, on peut avoir une solution à cela. J'en parle un peu après. Euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous ont plu. Par exemple, nous avons fait le choix de Gatsby et Gatsby fonctionne avec React. Et franchement, React, pour développer une application avec des composants, c'est un très gros avantage. Et en fait, vu que dans Contentful, nous avons pas mal de contenus, une sorte de ségrégation de nos contenus en des content models, c'est facile de faire une sorte de rapprochement content model, composant React, et le développement derrière est plus aisé. Puis Gatsby intègre un système d'optimisation des images très, très performant pour avoir un système qui est presque nativement réactif pour des devices mobiles comme tablettes, comme desktop. Les images sont optimisées. Nous utilisons Tailwind et nous sommes très contents en général parce que c'est facile d'utilisation et ça permet d'itérer rapidement sur l'UI. GraphQL, c'est pas mal du tout en fait pour faire des appels d'API parce que en plus, dans pas mal des requêtes que nous faisons, nous pouvons ajouter des sortes de modificateurs, notamment pour les images en fait. Dans les requêtes GraphQL, on peut préciser la taille de l'image, les types les types d'images qu'on veut supporter en fait, par exemple WebP et d'autres formats, ce genre de choses. Et puis la configuration d'une manière générale de Gatsby et de nos outils, je trouve, sont assez intuitifs, notamment pour le CI/CD en fait, ça a été très rapide à faire. Le mode offline de Gatsby aussi ici est vraiment sympa parce que c'est juste un plugin à activer et ça permet d'avoir sur des utilisateurs, disons, qui sont déjà sur le site, s'ils perdent le réseau pendant quelques minutes, ils se rendraient probablement même pas compte que pendant quelques minutes, ils n'avaient plus de réseau parce qu'ils continuent à pouvoir naviguer sur le site. En termes de performance aussi, si on fait les scores Lighthouse, par exemple, dans Chrome, on a des scores qui sont pas mal et d'une manière générale, c'est aisé de faire un site performant avec ces outils-là de Jamstack. Mais c'est l'un des avantages d'une manière générale de Jamstack. Et puis, sinon, en termes d'onboarding sur ce type de projet, c'est assez rapide en fait. Parce que la stack, même s'il y a plusieurs technologies dedans, reste facile à expliquer et à aborder. Et puis, sinon, je disais plutôt qu'en termes de temps d'implémentation des designs, par exemple, c'est pas très rapide. Mais en réalité, si nous avions utilisé des thèmes qui sont sur le marché de Gatsby, il y a plusieurs thèmes qu'on peut juste choisir d'utiliser puis d'implémenter nos sites avec ces thèmes, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais nous avions une sorte de vision pour notre design et les templates qu'ils présentent ne sont pas forcément dans cette stratégie. Du coup, nous n'avons pas forcément utilisé ça. Je vois qu'il y a une question. Non, ce n'est pas une question. Merci, Ferdinand. Ce que je vous propose, du coup, après cette présentation, c'est de vous montrer un peu notre environnement, un peu de code et tout, et puis de discuter. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre, puis on peut en parler. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'aller construire, de montrer l'ensemble des outils et voir un peu comment ça marche. On va commencer par le gestionnaire de contenu Contentful. Je vous montrerai ensuite le source code, excusez-moi,
je suis peut-être un peu fatigué. Je montrerai ensuite GitLab et un autre code, le travail de CI/CD qui se passe dedans. Et enfin, je vous montrerai le code lui-même et puis on parlera des différentes choses. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est créer une page. Donc, je vais aller ici, faire créer une nouvelle page. Hop. Je vais faire vite, comme ça, je vous montre ce que c'est. Je décide d'une URL pour cette page-là. Je vais dire que c'est page, et puis c'est en test page. Le titre, c'est juste test, et puis test en anglais. Et puis un petit mot derrière, pas très important, mais je vais mettre la même chose, je vais aller vite. On a aussi un système d'ordre de page pour l'organisation dans le menu du site. Et puis, enfin, on peut ajouter aussi des contenus pour euh, les pages, en fait. Le contenu, c'est les paragraphes, les titres, les images, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter. Je vais faire un truc très simple. Donc, je vais ajouter un titre, tiens, un titre. Et je vais l'appeler titre, et puis titre, et puis je vais mettre, non, je ne vais pas mettre d'image sur ce titre. Et c'est bon, en fait. Voilà, je n'ai pas sauvegardé, mais ce que je peux vous montrer, c'est que même sans sauvegarder, en fait, ça sauvegarde automatiquement, mais ça ne publie pas, en fait. Donc, si je suis sur le site socraft.ch, je ne verrai rien. Mais si, en fait, je vais faire une chose supplémentaire. Je vais ajouter cette page au menu, parce que là, ce n'est pas dans le menu de navigation. Donc, je vais aller dans le menu de navigation et ajouter la page que je viens de créer. C'est ça, voilà. Et ce que je peux faire maintenant, du coup, c'est redéployer en preview. Et la preview, le déploiement de preview, en fait, va générer une version du site qui n'a pas besoin de publication pour être affichée, en fait. Si jamais je voulais que les choses partent sur la version live, donc c'est Socraft.ch, que cette page se mette à jour, il aurait fallu que je clique sur le bouton publier dans Contentful. Et si je ne clique pas dessus, ça va juste, si je ne clique pas dessus, je suis obligé de faire une action manuelle de déploiement. Ici, du coup, si, ça prend quelques minutes, je pense que c'est à peu près 2 minutes, 3 minutes. Et une fois que le job est fini, ça va me générer une URL de preview que je peux utiliser pour voir ce que je viens d'ajouter. Ce que je vais faire en parallèle, en fait, je peux montrer aussi, bon, je ne suis pas connecté, donc je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est aussi lancer sur ma machine, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais ouvrir mon VS Code. Comme ça, je peux vous montrer à quoi tout ça ressemble. Je vais juste déplacer ça. Donc, bon, on est à 1 minute 50. Il est un peu lent. On va attendre que ça se finisse. Tout à l'heure, en fait, j'ai ajouté juste un titre dans mon code. Et ce composant titre, ici dans notre application, c'est un composant donc Angular. Enfin, excusez-moi, c'est pas Angular, c'est React, un composant React nous avons décidé
d'utiliser TypeScript, en fait. Donc, quand on travaille avec TypeScript, les composants React, c'est des TSX. Si on travaillait en JavaScript, ce serait des JSX. Mais bon, dans l'idée, donc, chaque composant React, c'est une fonction. Et ce qu'on peut voir là, donc, j'ai écrit une fonction qui représente donc mon composant. Ce composant a un argument titre et un argument image. Ça ne vient pas de nulle part, en fait, c'est parce que le titre, tel que je l'ai défini dans Contentful, c'est un objet qui a un titre, qui a un texte, et puis qui peut aussi avoir une image qui sera affichée en fait à côté du titre. Euh, Là, ça me dit que ça a fini. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, on a, euh, on a la page test que je viens de générer qui est ajoutée ici. Et puis, on a le titre, j'ai mis le titre dedans. C'est euh, euh, enfin, c'est à peu près ce temps-là que ça a pris pour la version preview. Si jamais je cliquais sur les boutons déployer, ça mettrait un peu moins de temps à se déployer parce que la tâche est plus simple. En fait, il n'y a pas des tests qui s'exécutent et tout, c'est plus rapide. Euh, et donc, comme je disais, il y a un titre et une image. Bah, dans le composant React, il y a un titre et une image. Et ensuite, dedans, j'utilise du HTML ou plus spécifiquement du JSX pour décrire ce que le composant va faire. Ce qui est pas mal avec ce système où on a dans Contentful une description des modèles, dans React une utilisation de fonctions pour définir ces modèles, c'est qu'on peut définir très rapidement des fixtures qui disent, euh, euh, enfin, qui modélisent en fait ce qui sera fait in fine dans cette application et immédiatement écrire des tests et valider notre composant avec un test très rapidement. Ici, pour information, nous utilisons comme framework de test, ça s'appelle Testing Library. Et Testing Library, il y a plusieurs librairies pour React, pour Angular, pour Vue, pour Svelte, pour à peu près tous les frameworks web qu'on peut imaginer. Enfin, il y en a beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et c'est un framework que nous apprécions parce que les tests se concentrent sur ce que l'utilisateur final va voir. Ce n'est pas des tests de est-ce que ce div est affiché dans ce span, dans ce P, dans cette balise P, et ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment de sens, ce genre de test. Parce que quand on écrit du HTML, on change souvent l'organisation de ces choses, et surtout quand c'est une organisation dynamique des contenus HTML, ça n'a pas d'importance de dire dans quel div ou quel composant HTML les choses sont affichées. Ce framework de test nous permet de tester, par exemple, est-ce que dans le titre, dans le composant titre, quand on passe un texte, il n'y a que ce texte-là qui est affiché. Et c'est le texte qui va être testé. C'est pas est-ce que c'est dans une balise H, dans une balise P, ce genre de choses. C'est on teste est-ce que ce texte est affiché. Et puis, on peut tester aussi quand on passe une image, est-ce que cette image est correctement affichée. Et d'ailleurs, vu que le framework se soucie de est-ce que l'utilisateur final voit ou pas les choses, pour une image, pour tester ça, ça teste le, euh, l'élément alt qu'on met dans les images. Parce que c'est une bonne pratique, c'est même une mauvaise pratique de ne pas utiliser la balise alt des images parce qu'en termes d'accessibilité, c'est très mauvais de ne pas utiliser cette balise. Et ce framework de test, quand on lui passe une image, en fait,
pour valider que l'image est visible, il va checker si dans le composant affiché, le texte de l'image est visible. Je suis en train de me dire que ce test ici de l'image n'est pas la bonne version de ce que je suis en train de dire, parce que je fais un test sur un test ID, mais pas sur l'image. Je fais ça parce que sur les titres, je vous montre ce que c'est en fait rapidement ici. Ces éléments titres avec image, c'est cette image-là en fait qui est affichée. Et ça, en termes d'accessibilité, cette image n'existe pas parce que l'utilisateur final, si jamais elle utilise les outils d'accessibilité, il ne faut pas que ça lui dise il y a une image, ensuite un texte. Il faut juste que l'utilisateur final voit le texte. C'est pour ça qu'en termes de test, on ne check pas l'accessibilité de l'image, mais plutôt ici un système de test ID qu'on peut ajouter sur les éléments aussi pour valider leur visibilité dans le document. C'est le mot ici, to be in the document. Donc, ça, c'est le système de fonctionnement du composant que je viens de créer là, le titre et une page, un titre et le texte qu'il y a dedans. S'il n'y a pas de questions, je le redis, mais si vous avez des questions, si vous avez envie d'interrompre, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis, donc, en termes de choses qui nous ont plu dans les frameworks que nous avons utilisés, la configuration du projet, en fait, fonctionne sur les fichiers de configuration de Gatsby, où on a un fichier de config. Dedans, on va surtout définir des plugins et comment ces plugins fonctionnent. Il y a aussi les métadonnées du site, genre quelle est l'URL finale, le nom du site, les auteurs. C'est des éléments qui sont utilisés pour la SEO. Sinon, on a des plugins qu'on utilise qui ajoutent des fonctionnalités out of the box en plugins qui sont pas mal, dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a les plugins de manipulation d'images avec GraphQL, comme le plugin image, le plugin Sharp, qui est une librairie Node.js qui permet de manipuler, transformer les images. Et il y a des plugins comme Purge CSS pour qu'on ait des CSS, que ça retire de notre page les CSS non utilisés. Activer le offline, pour nous, c'était juste utiliser le plugin offline. Il n'y a même pas de config à faire pour ça. Et ensuite, on a des plugins comme le Tag Manager pour de l'analytics. Et ensuite, à part la config de ces plugins, il y a la création des pages en elles-mêmes. Et ça, c'est juste une requête GraphQL, en fait. Et cette requête va récupérer les pages dans Contentful. On a besoin des informations comme le slug qui nous permet d'avoir l'URL, le titre, le texte qui est associé, c'est le texte en arrière-plan, là. Non, excusez-moi, c'est plutôt ça, en fait. Test page, c'est ce qui est ici caption. L'ID de la page qui sera utilisé ensuite dans chaque page individuellement pour faire la requête du reste de la page, et puis le local qui est le lang de la page. L'ID de la page, en fait, sera utilisé pour récupérer par exemple le titre, parce que ce qu'on peut voir ici, il n'y a pas la notion du titre et autres composants dynamiques de la page. Ça, on les verrait dans le template de la page. Et à partir du... Si j'ai ton template, il faut que je me rappelle où je l'ai mis. Hop, template. Donc, on a un système de template de page dans lequel Gatsby va passer les informations qui ont été récupérées lors du build
Et l'information qui est passée ici, c'est ce qu'on a vu juste tout à l'heure, en fait. C'est le page ID. Et à partir du page ID, on va récupérer le reste du contenu de la page avec une grosse requête GraphQL, on va dire, qui va récupérer les différentes données et appliquer parfois des transformations dessus quand c'est des images, par exemple, ou parfois aussi des transformations sur les contenus bruts, notamment les textes des paragraphes. Et ici, en l'occurrence, nous avons juste un template pour ça, pour toutes les pages, en fait. Et puis, ce template va résoudre le contenu en fonction de si c'est un titre, une image, un paragraphe ou j'ai juste allé rapidement ici, on peut voir les différents types de contenu que ça va prendre. Si c'est un titre, un paragraphe, un héros, un séparateur, différentes choses. C'est pour chaque différent composant que nous avons défini dans Contentful, nous avons des composants pour les afficher et pour d'autres, surtout pour les paragraphes, en fait, il y a une résolution automatique de certains éléments dans les paragraphes. Euh, donc, et l'idée derrière, c'est que vu que nous avons des composants qui sont des fonctions, nous pouvons tester rapidement avant le déploiement de ces paragraphes, enfin de ces composants, les tester directement dans le code avec des fixtures avant euh, de les déployer et d'appuyer sur le bouton Publish dans Contentful. Je peux vous montrer en fait les différentes fixtures, par exemple, que nous avons définies lors des phases de développement. Nous avons différents assets, des fichiers, des vidéos, puis enfin, les éléments de carrousel. Nous avons ce truc-là, le Gatsby Image Data. En fait, c'est les images, une fois récupérées par les requêtes GraphQL, c'est transformé dans un système que Gatsby est capable de comprendre pour optimiser les images et ça nous permet de gérer plusieurs résolutions en fait avec un système de source set. Et là, par exemple, c'est un fixture, hein, mais l'idée, par exemple, pour une largeur de 200 pixels, c'est une certaine image qui est utilisée, pour 200, c'est une autre, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je m'interromps une seconde. Est-ce que il y a des questions, des... Non, ben, il n'y en a pas. Parfait. Il y a Tailwind, tu peux montrer Tailwind. Ouais, j'ai pas parlé de Tailwind, notre framework CSS, mais c'est vrai qu'il y a un truc pas mal du tout avec ça. C'est que en utilisant ce framework, nous avons fait de l'économie de CSS. Parce que le principe de Tailwind, c'est une librairie d'utilitaires où des centaines de classes sont déjà définies dans Tailwind et on va piocher dans les utilitaires Tailwind, donc ces classes définies dans Tailwind, et on les utilise pour tous nos composants et autres éléments sur le site. Et en utilisant cette librairie, notre seul et unique fichier CSS, qui s'appelle ici global.css, il ne contient que 67 lignes, enfin on va dire 69 lignes de code. Et en réalité, si je regarde, c'est que ces lignes-là de code qui sont... non, peut-être qu'il y en a ici. Ouais. Il y en a aussi dans base. Donc, il y a la majorité des lignes de code quasiment, c'est juste pour
définir la typo qu'on utilise sur le site, qui est Gotham HTF. Hein. Mais c'est quoi? Est-ce que ça me dit le nombre de lignes? Euh, 79 lignes, je crois. Non, c'est pas ça. Bon, peu importe. Mais c'est la majorité des lignes, on va dire, c'est ça, quasiment, presque. Et puis ensuite, le reste, c'est les composants que nous avons définis. Hein. Il n'y a pas tant de CSS que ça. Et ça, c'est pas mal du tout parce que pour comprendre et modifier le CSS, bah, ça va vite. On entre sur le fichier CSS et on voit les éléments. La manière dont ça marche, c'est dans le fichier CSS, on utilise un mot-clé qui est apply, et puis dedans, on applique les classes définies dans Tailwind. Et si je les survole, là, vous voyez le CSS réel que Tailwind va appliquer derrière, donc LG-ML10. Ça veut dire que le margin left sera retiré, enfin, ça va retirer 2,5 rem sur les marges de ce composant, enfin, pour cette règle-ci, par exemple. Et, donc, Tailwind, c'est un truc qui nous a permis d'aller très vite par rapport à ça. Romain demande à quel point c'est facile en tant qu'éditeur, pas trop, tech, de modifier ou d'ajouter un composant, enfin un contenu. Quelles sont les briques à toucher seulement Contentful? Alors, pour un éditeur pas trop tech, oui, juste en allant dans Contentful, tu peux aller dans les contenus, faire tes modifs. Une fois que tu as fini, il te suffit de cliquer sur Publish et c'est bon en fait. Tu n'as pas de clic supplémentaire à faire parce qu'il y a un hook sur notre GitLab qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y a eu un Publish sur Contentful. Ça va trigger un hook qui va rebuild et faire une action, un job spécifique de rebuild qui ne va build que les composants Contentful en fait. Et ça va plus vite que les builds classiques parce que ça ne se soucie que des composants, enfin que des contenus qui ont été mis à jour. Et de l'autre côté, nous ne l'utilisons plus, mais au départ, nous avions aussi notre blog qui est sur Ghost en fait. Ce blog utilisait aussi ce système de hook où quand on écrivait un article, on avait fini d'écrire l'article, on cliquait sur publier et ça déclenchait aussi le job de rebuild des pages statiques du blog et ça rebalançait ça et c'était la seule action d'une personne non tech qui voulait éditer les choses. Donc, pour quelqu'un de pas tech, c'est, comme je disais, l'interface d'édition de contenu dans Contentful. Si je pars dans une page et puis que je commence à aller dedans, ça peut être un peu austère, mais ce n'est pas forcément des informations techniques, c'est juste la présentation peut être un peu austère. Dans mon cas ici, j'ai précisé aussi le slug pour l'URL, mais une fois qu'on a compris que c'est l'URL de la page, en réalité, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est plus, je veux ajouter un composant, je vais devoir entrer dans pas mal d'informations pour éditer chaque élément dedans. Il y a ensuite des sous-items, et puis ça peut être un peu austère. C'est la manière dont c'est présenté et aller de ça, de Contentful, à la présentation finale peut... Et ce qui est chiant aussi, c'est la preview. Tu dois attendre le fin du build pour avoir la preview à chaque fois que tu updates ton contenu. Oui, effectivement, c'est l'un des défauts. Si je vais sur le pipeline, on peut voir les temps de build en moyenne, enfin en moyenne, c'est pas la moyenne, mais les temps de build là, par exemple, c'est 4 minutes. Les temps de redéploiement, quand c'est des tâches, des hooks, c'est 1 minute 20, 1 minute 19.
C'est un peu plus court, on va dire c'est moins de 2 minutes, mais c'est quand même un délai à attendre avant d'avoir le rendu final. Et c'est l'un des défauts si on compare, genre quand on veut faire un blog, un site de blog, on peut utiliser WordPress ou utiliser du Jamstack. Bah, il faut se dire que Jamstack, en général, il faut un build qui fait que cette action de preview est asynchrone. S'il fallait refaire, vous changerez quoi sur tout le projet? Demande Fardin. Et puis Romain, Romain demande la même chose. S'il fallait faire autrement, qu'est-ce qu'on changerait sur le projet? Bah, comme je disais plus tôt, on aurait pu, pour aller plus vite sur l'aspect thème, utiliser Gatsby, enfin les thèmes Gatsby plutôt, pour ne pas avoir à redévelopper des interfaces. Mais en réalité, d'une manière générale, sur ce projet-ci, nous avons fait du Jamstack parce que on voulait s'amuser un peu, utiliser et expérimenter avec ces technos-là et tout. Mais si on voulait être plus user-friendly pour des gens non-tech, nous aurions fait le choix de WordPress ou d'un autre outil plus WYSIWYG, où on modifie les choses, on les édite, on a le résultat immédiatement. Les solutions de Jamstack sont en général plus dans l'esprit de diviser les responsabilités dans des API. Et ça veut dire souvent que ces API ou ces sources de données existent déjà et on veut aller taper dedans, mais sans ajouter du développement supplémentaire. Et c'est pas le cas de ce site où on partait from scratch et on aurait pu faire différemment. Est-ce possible de voir le YAML des deux CI preview publish? Oui, alors c'est Matt qui demande de voir notre configuration GitLab YAML. Il n'y a pas de secret dedans. Dit-il en scrollant rapidement pour voir s'il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret dedans. En fait, nous avons plusieurs. On a que 2 stages, le stage de test et de déploiement. Et ensuite, dedans, on a les tests classiques, on va dire, les tâches classiques de preview, les tâches classiques de déploiement. Ça, c'est des actions manuelles. On peut voir ici. C'est où déjà? Except, c'est only. Je ne sais plus où on les retrouve, que c'est manuel en fait. Bon, peu importe, c'est des tâches manuelles. Je dois être un peu fatigué parce que je ne retrouve plus. Bah, on voit sur celui-ci, Deploy for Prod, on dit manuel. Ah oui, bah oui. La tâche de prod est manuelle, mais la tâche de preview n'est pas nécessairement manuelle. Ça peut être manuel, mais sinon c'est automatique. Et puis sinon, le redéploiement, c'est une tâche qui est automatique. Enfin, automatique, c'est déclenché par un trigger. On peut voir que ça se déclenche sur master, sur un trigger d'action qui contient le mot-clé redeploy. Et si sur master, ça détecte un trigger redeploy, alors ça va exécuter cette tâche-là qui va redéployer le site. Et ça utilise, nous utilisons l'image de quête Vercel qui intègre les CLI de Vercel, parce que c'est l'outil que nous utilisons dans notre cas pour l'hébergement du site. Et Vercel va s'occuper de déployer, invalider les caches et toute leur organisation. Voilà pour ce fichier-là. Je ne sais pas si tu as plus de questions sur
ces éléments-là, Matt? Ok, super, super. Ce qui est, enfin, un truc qui est sympa aussi dans notre cas, comme je disais, écrire le fichier CI, GitLab CI en fait a été rapide parce que euh, un des trucs qui m'a personnellement beaucoup plu avec les stacks, Jamstack en général, que j'ai analysé et tout avant de commencer le projet, c'est qu'en général, ils sont plutôt bien documentés et les outils qui s'intègrent autour proposent déjà la documentation sur comment utiliser les différentes choses. Et c'était le cas de Vercel, par exemple, comment déployer son site sur Vercel rapidement. Et ça, ça disait que l'une des euh, images de cœur qui est sympa pour ça, c'est Docker Vercel. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est celui qu'on voit aussi dans certains des projets d'exemples de Vercel. Et puis, sinon, la doc Vercel est pas mal pour les requêtes qu'on va faire sur l'API et les informations qu'on lui envoie. Donc, nous avons une tâche aussi qui est automatique ici, qui va arrêter automatiquement les previews Vercel. Bon, on n'en a pas besoin en réalité. Parce que ce qui est bien dans Vercel, c'est qu'on peut déployer 10 millions de fois et ça va laisser en vie les 10 millions de versions. Tant qu'il n'y a personne qui va les utiliser, il n'y a pas de consommation, donc ils s'en fichent un peu. Mais nous avons mis une tâche qui s'exécute à chaque fois qu'on déploie, qui va désactiver les versions précédentes du site. Donc, voilà. Je pense que, enfin, pour la présentation, en fait, c'est tout ce que j'avais envie de vous montrer. Et puis, comme je disais, s'il y a des questions, bah, je suis ouvert. S'il y a le code, puis je peux vous montrer. Sinon, euh, c'est tout en fait. J'avais une question. Oui. Euh, En fait, si j'ai bien compris, un des intérêts de l'outil, c'est de traiter du volume. Donc, en le branchant typiquement sur un CMS, par exemple, pour récupérer un catalogue de produits. Mhm. J'imagine que derrière, ça génère des bundles qui sont assez conséquents, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que toutes les pages sont déjà pré-buildées. Mhm. Oui. Derrière, ça, en termes de déploiement dans un CDN, est-ce que ça peut avoir, il peut y avoir des mauvaises surprises en termes de prix, par exemple, ou des choses comme ça? Tu disais, ça génère des bundles conséquents. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est Ok, que ça va générer des bundles spécifiques à ta page. Donc, disons que sur ton site, tu utilises, enfin, ça dépend des outils que tu utilises. Mais si tu utilises une librairie JS, par exemple, qui est trichable, chaque page ne contiendra que le JavaScript nécessaire à cette page-là. Et ensuite, les autres pages, il faut que tu navigues dessus pour que leur contenu soit chargé. Donc, c'est plutôt l'inverse, ça va charger peu de choses. Ça va charger peu de choses en termes de JS, ça va charger peu de choses en termes de CSS, et ça va charger peu de choses en termes de texte et contenu du HTML en général. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est pour ça qu'on arrive à obtenir des scores euh, Lighthouse assez conséquents, dans les 80% et plus, parce que ces pages sont plus légères et plus optimisées. Et chaque page est générée individuellement. Donc, voilà. Après, juste si jamais tu vas chercher des librairies qui ne sont pas trichecables, peut-être que dans chaque page, tu auras toute la librairie. Et ça, ce serait un peu dommage, mais en fonction de la manière dont le framework de la page web est construit, euh, c'est ce contenu conséquent
peut être réutilisé dans le reste de tes pages. Mais de toute façon, dès le départ, tu as déjà une librairie qui est conséquente et c'est là, dès ces moments-là où c'est dommage. Ok, merci. J'avais une autre question, ça concerne les CMS. Donc, a priori, vous utilisez Contentful. J'avais regardé très rapidement, mais est-ce qu'il y a des produits qui sont libres, enfin, qui ne nécessitent pas d'achat de licence ou de choses comme ça? Parce que, sauf Oui, erreur, Contentful, il y a des licences ou peut-être que je me trompe, ou oui, sinon, quelles sont les alternatives? oui. Alors, Contentful, nous sommes sur la version gratuite. On est limité à créer au maximum 25 000 contenus, 48 data models peut-être, enfin, je ne sais plus, mais euh, on est un peu limité. En termes de volume de données, je crois qu'on est peut-être limité à euh, un, 1 giga ou quelque chose comme ça par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le build va récupérer les informations et plus aucune requête n'est faite sur Contentful après ça. Donc, on ne consommera probablement jamais les limites de Contentful parce qu'on ne fait des builds que, on va dire, 2 fois par jour. Ça ne va pas suffire à consommer tout. Mais sinon, en alternative open source, il y a Strapi, qui est pas mal. Je regarde l'écran d'Alexia parce qu'elle me partage les trucs. Donc, il y a Strapi. Tu as mis le colonne open source ou pas? Non. Non. Non, ok. Mais sinon, il y a. Ils sont tous open source. Ah oui, ok. Il y a. Ah non, 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 pardon. Non, j'ai pas mis la colonne, pardon. Bah, il y a Directus, Tina CMS. Tina CMS, je crois que c'est open source, c'est Git-based. Il y a Prismic, qui est, je crois, la version payante de Strapi ou un truc dans ce genre-là. Il y a Storyblock, il y a aussi Graph CMS, mais en réalité, si tu vas sur le site, je vais le faire. Je vais aller sur jamstack.org et puis je vais aller dans Headless CMS et dedans, tu peux voir, il y a des tonnes, enfin, ça dit ici en fait, il y a 91 Headless CMS et puis dedans, tu peux dire, bah, je veux des trucs open source. Et là, ça me dit qu'il y en a 40, et puis tu peux voir dedans, en fait, les différents headless CMS open source que tu peux utiliser. Et il y en a pas mal, en fait. Il y en a que tu es obligé de hoster toi-même, et puis il y en a qui proposent out of the box, enfin, qui sont en mode SaaS et qui sont gratuits ou pas. Fardine qui dit, comme d'habitude, le choix du CMS dépend des besoins. Je me souviens qu'on a fait une petite étude et qu'on avait choisi un SaaS gratuit. Strapi ne proposait pas de SaaS. Oui, c'est vrai, Strapi ne fonctionne qu'en mode hosté par soi-même, en fait. Et ça peut être un avantage, mais ça demande à être maintenu, en fait. Et Contentful propose des outils qui répondaient à nos besoins, pas à tous, mais qui répondent pas mal à nos besoins et qui en plus nous enlève l'aspect gestion par nous-mêmes de tout ça en fait. Nous, on utilise la version gratuite en plus, parce que Ouais. la première version, je crois qu'elle a 489 $ par mois. Ouais, en termes de pricing, ils sont peut-être pas les moins chers, mais ils sont pas les plus chers non plus. Ouais, Mais ce qui est bien, c'est que l'offre gratuite est vraiment généreuse, je trouve. C'est comme Vercel, en fait, l'offre gratuite de Vercel est plutôt généreuse. Et c'est pour ça aussi que nous utilisons Vercel, entre autres. C'est qu'il y a une offre gratuite assez généreuse. Et tant que nous n'avons pas atteint nos limites en termes de besoins, nous n'avons pas forcément de raison de switcher de service. Et de toute façon, si nous avons besoin de switcher de service, les outils pour héberger des du Jamstack, il y en a pas mal et pas mal aussi qui sont gratuits. Mais même si on n'allait pas sur ces outils SaaS,
on pourrait aussi héberger nous-mêmes nos contenus statiques, en fait, parce que on peut facilement les héberger sur n'importe quel serveur au final. Il suffirait limite de créer un petit serveur, euh, euh, de configurer notre Nginx et il faut servir ces fichiers-là sur n'importe quelle machine. Il n'y a pas vraiment de contrainte il faut installer plein d'outils sur le serveur pour que ça marche, quoi. C'est juste servir des fichiers statiques en fait. Donc la contrainte est assez simple à résoudre. Matt, vous avez un avis sur les différences entre les SSG Gatsby versus Next? En fait, pourquoi on n'a pas utilisé Next? Je ne sais plus pourquoi on a utilisé Next, mais Next est pas mal. En fait, l'un des avantages de Next, c'est qu'il propose de la génération asynchrone, je crois qu'ils appellent ça. C'est que Gatsby, on build et puis on déploie ce qui est buildé et c'est ce qui est servi. Mais au processus de build, on build toutes les pages. Dans Next, on peut lui dire, quand cette page-là est buildée ou quand cette action-là se produit, tu ne build, pardon, on peut ne pas builder toutes les pages. On peut builder que les pages que les utilisateurs finaux vont réellement visiter. Donc, le processus de build peut être asynchrone. C'est presque la même chose que de dire sur une page PHP, de mettre en cache une fois que un utilisateur a visité la page. On peut faire la même chose avec Next.js. Et c'est l'un de leurs gros avantages, en fait, c'est qu'on n'a pas que cet aspect statique, on peut avoir une sorte d'aspect dynamique, mais ça peut être full dynamique, où le serveur va agir tout le temps, ou ça peut être à la première visite, tu vas générer la page, et puis tu n'utilises plus jamais le serveur. Donc, ce n'est pas exactement le même fonctionnement. Mais Next, en général, pour avoir les meilleures, ces fonctionnalités un peu avancées, ça marche mieux soit en hébergeant chez Vercel que chez Vercel ou en ayant une image Docker de Vercel avec un système plus complexe que si c'était juste du Gatsby avec que des fichiers statiques. Si on voulait héberger notre propre Next, il aurait fallu une image Docker un peu spécifique à Next pour que le serveur derrière puisse générer au moment de la première visite, par exemple, des pages. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est pas mal aussi, en fait. Je t'en prie. OK. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir dans Je suis fatigué, désolé. Ouais, tu vas sortir du partage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, merci Edgar, merci Alexia pour votre intervention. Effectivement, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet que je crois qu'on Alvaro et moi, on en avait causé une fois après un meet-up. Puis je disais justement, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui présente un sujet sur Jamstack. Et puis vous m'avez contacté, je fais génial. Quand vous lisez dans mes pensées, c'est génial. Voilà. Donc voilà, c'est justement des trucs que j'étais en train de lire, d'essayer de comprendre. Après que j'avais lu ton blog, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, ça peut être un sujet intéressant. Voilà. Donc, ça a répondu à une partie de mes questions, mais j'ai encore du boulot. Ouais, si tu cherches, enfin, si tu as un projet sur lequel tu as besoin, tu as des questions et tout, n'hésite pas. Nous, on adore parler de technologies comme ça, un peu pas souvent vues, on va dire, surtout en Suisse romande, malheureusement. Oui, je sais. Mais ouais, pourquoi pas, on peut échanger, on peut prendre un moment. On peut aussi organiser des meet-ups qui est plutôt libre.
je me disais que bientôt, on pourrait organiser en fait des meet-up ou résolution d'un kata, par exemple, ensemble en mob. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut se faire. Alors, on peut faire à distance. C'est plus facile, dans un certain sens. Mais on peut aussi trouver un endroit et on peut résoudre des katas ensemble. Ça peut être quelque chose qu'on peut organiser. Ouvert pour l'année prochaine. Je pense que ce sera plutôt pour l'année prochaine qu'on pourra faire ce genre de choses. Résoudre un problème une fois sur un langage, une fois dans un autre langage pour pouvoir jouer avec des langages qu'on n'a pas l'habitude de voir en production aussi. Ça peut être intéressant. Bonne idée. Ouais, le langage que je te parlais juste avant, c'était